Quoi. Donc en vacances, toujours prendre... Toujours prendre son quelques ordi avec. choses. Il faut y aller, quoi. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un contrat. Moi, j'ai habillé la princesse Astrid, en fait, dans le cadre de ce voyage. Je ne l'ai pas habillée une fois, mais je l'ai habillée 3 fois. Une start-up, c'est stressant. C'est excitant, mais c'est stressant. Que si on n'a pas un certain niveau de stress, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'on fait, je crois, très honnêtement. Et a priori... Là, je regarde là, donne pas des consignes. Alors voilà, là sera un mauvais choix. Mais ouais, non, regarde là. On se parle, quoi, on regarde un peu, tu vois. Pourquoi c'est moi qui tiens le micro? Mais parce que tu fais comprends ça. rien. Mais ouais, c'est ta soirée, c'est pour ça que... Bienvenue dans le 4e Export Talk. Sur Exceptionnel aujourd'hui, on est avec qui Isabelle Lipa, la boss des boss. Correct, c'est ton titre Très correct. La CEO. Soirée hyper importante aujourd'hui, parce que c'est toujours bien les Export Talk évidemment. On parle toujours de, évidemment, exporter. On parle toujours de la financement aujourd'hui. Plein de sujets trop sérieux, mais il y a un plateau exceptionnel. Pourquoi Parce que ce soir, on met les femmes à l'honneur. C'est pour ça que tu es là. Oui, erreur de casting malheureusement. Voilà, mais le reste du plateau, génial. Le reste du plateau est important. Génial. Pourquoi c'est important de faire des Export Talk pour toi C'est super important pour diffuser en fait les possibilités d'exporter, mais que ce soit pour les hommes et les femmes d'ailleurs. Yes. Mais ce soir, focus sur les femmes parce qu'elles ne sont que 10% à exporter à l'international. Et donc moi, je me balade à travers le monde avec des superbes délégations, mais je suis en minorité et ça ne peut plus durer. Yes, faut que ça change. Il faut que ça change. Mais pour que ça change, vous regardez évidemment cette émission. Pour que ça change, vous joignez les programmes d'accélérateur, Export Talk, quelque chose comme ça. Et pour que ça change, vous vous lancez quoi. Oui, et on est là pour vous y aider, donc venez. Yes, oh là là, incroyable, nickel. Bonsoir Isabelle, Re. comment tu vas? Bien, toi? T'es pas trop stressée, t'es à l'aise? Non, mais je suis quand même impressionnée parce que je sais que ce soir, il y a plein de femmes exceptionnelles. Et ça m'intimide toujours un petit peu. Oh là là, allez on applaudit, mais oui on applaudit, ça fait plaisir, non? On l'entend pas assez, tu vois, c'est chouette. Isabelle, toi t'es évidemment la boss de Bruxelles. Tu nous refais en quelques mots, pas tout le bilan annuel d'activité, mais redis-nous un peu c'est quoi Bruxelles? Alors, c'est l'agence bruxelloise pour l'accompagnement des entreprises. Mais donc, la spécificité de Hub, c'est qu'à Bruxelles, contrairement à beaucoup d'autres endroits, d'autres régions, on a tout fusionné pour simplifier la vie des entreprises dans un seul lieu, d'où le nom Hub. Donc, toutes les questions qu'on se pose sur l'entrepreneuriat, pour se lancer, se développer, s'internationaliser, c'est à Hub qu'il faut aller avec un numéro 1819. Et derrière, il y a 360 experts sur toutes les thématiques qui sont là pour vous aider gratuitement. Oh là là. Oui, allez-y, mais oui. C'est la soirée bienveillance. On y est à fond. T'es là. Combien de temps que t'es là? 5 ans. 5 ans. C'est quoi le regard que tu portes un peu, l'évolution, tu vois, sur l'export un peu? Est-ce que tu as des chiffres à nous transmettre, des infos? Toi, t'es un peu tout en haut, tu vois un peu tout. Raconte. Quels sont les secrets que tu peux partager ici? Bien, en fait, il y a eu forcément le Covid est passé par là, et donc on a pu quand même continuer à être très très bon, contrairement aux 2 autres régions, parce qu'on a un écosystème déjà résilient, mais aussi qui est très digital. Donc ça nous a permis vraiment de maintenir quand même un niveau d'exportation important. Et à Bruxelles, c'est fondamental, parce qu'à Bruxelles, et ça c'est aussi le message qu'on passe à tout le monde, à Bruxelles, quand on se lance, il faut très rapidement s'internationaliser, puisque c'est un petit territoire, mais il y a plein d'opportunités. Et à Bruxelles, 85%, je dis bien, du PIB est lié à l'international. Donc c'est vraiment un débouché très important pour Bruxelles et pour ses entrepreneurs. Alors après le Covid, on a évidemment une petite amélioration au niveau des échanges de biens. Mais ce qui est important, et c'est là aussi, j'ai quand même envie de spoiler peut-être, mais sur les femmes, Okay. Quand je suis arrivée, on était 10% dans l'émission. Alors moi, je me balade un peu partout dans le monde pour présider les délégations bruxelloises. Donc je suis en minorité, en fait. Et derrière moi, il n'y avait que des hommes, quasiment. Donc c'est un petit peu trompeur sur la marchandise, en quelque sorte. On peut huer. Ouh. Et donc, l'idée, évidemment, c'était de booster ça. Et aujourd'hui, on est 25%. Alors, c'est pas encore assez, hein, mais ça augmente. Donc bravo à elle, surtout. Yes. Bravo à elle. Et donc ça participe évidemment de la dynamique de l'exportation bruxelloise, puisque 50% des habitants de Bruxelles, 50% de l'humanité, les femmes, et donc en plus elles sont partie prenante des échanges internationaux, plus la prospérité bruxelloise augmente. Donc on veut booster ça, et c'est aussi l'intérêt de cette soirée spéciale pour soutenir les femmes à l'exportation. Canon. Tu le disais juste avant, tu parcours le monde dans des missions économiques, parfois géniales, parfois peut-être moins, on ne sait pas. Il est sympa le prince ou pas?
C'est une princesse. Ah bah, c'est avec la princesse. Pardon, mais en fait, je parle pas le prince, je pensais au roi. Pardon, Voilà, excusez-moi. voilà. Un Voilà. préjugé, c'est une princesse. Voilà. Vous pouvez me huer. Je l'ai vérité. Tu parles de la princesse, ils sont sympas ces gens. La princesse Astrid, elle est fantastique. Elle fait ça vraiment très très bien. Et en plus, elle est très sensible à l'entrepreneuriat féminin. Pareil. Trop bien. Est-ce que dans tous ces hubs que tu as vus un peu partout, évidemment ton cœur va à Bruxelles en un, mais qu'est-ce que tu as vu qui était vibrant où tu dis waouh, si moi j'entreprenais, ben, j'irais là quoi. Ah ouais, c'est un coup de cœur, mais il n'est pas forcément économique. C'est Kinshasa. Hein. Je suis partie là-bas avec des collègues. On a été reçus vraiment, mais comme des amis proches. On peut Et donc, m'applaudir. C'est libre Je vois qu'il y aujourd'hui. a d'autres fans. Et non, c'était une expérience émouvante. C'était la mission la plus émouvante pour moi. On a été accueillis vraiment comme la famille, mais littéralement. Et ils sont très en attente qu'on revienne et qu'on fasse des échanges économiques win-win, évidemment, avec eux. Et pour eux, on est leur marché prioritaire, mais leur marché de cœur. Et donc, je pense que là-bas, on doit vraiment pouvoir réinvestir. C'est un canon, il faut se lancer quoi. Isabelle, un tout grand merci pour cette intervention. Et merci de créer tout ça, évidemment. Hein. On peut Merci au applaudir, Upsurf, évidemment. surtout. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire, on commence par qui, Alteria ou Agoria? Alteria, dis-moi, c'est quoi Alteria? Alteria, en quelques mots, c'est une start-up EdTech belge. Donc nous, on produit des logiciels pour les formateurs et les formatrices afin de leur donner le pouvoir de création sur leur contenu en réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc c'est des éditeurs de formation en réalité virtuelle, réalité augmentée. Comme ça, ils sont complètement indépendants et c'est des technologies qui deviennent scalables en fait, au sein des entreprises. Ça pitch déjà très très fort ici. Scalable, ça veut dire quoi? Scalable, ça veut dire qu'on va pouvoir réellement avoir une vision à long terme et s'étendre et pas juste s'arrêter en fait, au niveau du premier projet d'un proof of concept, par exemple. Okay. Vraiment aller à l'international. Cool. Catherine, Agoria, mais surtout toi, qu'est-ce que vous faites? Voilà, eh bien, peut-être d'abord expliquer, la plupart de vous le savent peut-être, Agoria, c'est la fédération industrielle, donc qui défend les intérêts de l'industrie manufacturière et technologique. Et alors, ce que je fais, moi, je suis un peu sur une petite île, dans une niche, au fait, parce que vous connaissez peut-être certains mon collègue Frédéric Thibault, que vous avez déjà rencontré, mais donc nous sommes monsieur et madame Startup. Donc, pourquoi est-ce qu'on est dans une niche? Donc, tout d'abord, Agoria a pas mal d'expérience au niveau des startups, par de la recherche, mais aussi par du soutien pratico-pratique. Voilà. Et nos actions qu'on offre sont en fait ouvertes à tout un chacun, ne sont pas réservées uniquement aux membres, parce qu'au fait, on travaille avec le gouvernement flamand, enfin la région flamande et la région bruxelloise. Donc, on s'ouvre à toute start-up. Okay. Et un partenaire de Bruxelles, vous faites plein de choses ensemble? Évidemment. Il faut le souligner. Hein. Voilà. On est obligé. Et donc toi, en fait, vous faites plein de programmes pour les scale-up. Oui. Ou pour que les startups deviennent scale-up. Oui. Raconte un peu dans tout ce que tu vois passer, c'est quand le moment de se lancer? Tu as vu plein de startups passer, tu as vu des qui étaient très matures, des peut-être moins. Il y a une réponse à ça? Non, il n'y a pas de... There is no silver bullet, on dirait. Merde. Non, il n'y a pas vraiment une réponse simple. Ouais. Parce que, bon, certaines sont d'avis qu'il vaut d'abord mieux se développer sur le marché belge, d'avoir un produit vraiment qui est prouvé, qui fonctionne bien, avant de se lancer progressivement à l'international. Et puis, il y en a d'autres qui se lancent tout de suite, parce qu'au fait, j'ai oublié de préciser que notre cible, donc, ce sont les startups qui ont un modèle économique quasi purement digital, disons, les sociétés SaaS, etc. Et on les appelle les Born Global, parce qu'au fait, il y a peu de choses qui les retient à s'internationaliser. Pas que ce soit si simple, mais leur produit est souvent immatériel et peut être trouvé depuis l'autre côté du globe, finalement. C'est pas pour ça que c'est simple de se lancer. Dimitra, t'es quel team, toi? Team international quand on est mature, ou dès le démarrage, bim, Alteria visait le monde entier? Écoute, je ne vais pas te mentir, nous, on a 5 ans. On a commencé à s'internationaliser que l'année passée. Donc, on n'est pas born global. Okay. Mais je ne pense pas qu'on a déjà conquis tout le marché belge non plus. Donc, on a un peu l'entre-deux, je dirais. Ouais.
Et quand tu es parti à l'international, on dit que la Belgique est un marché bien pour s'entraîner parce qu'il y a plein de langues, il y a une bureaucratie certaine, enfin voilà, il y a un petit entraînement quoi, C'était quoi toi, ta première expérience La première expérience à l'international, elles sont toutes arrivées un petit peu en même temps. Je vais en avoir 3 majeures en tête. Il y en a une qui a été un exemple, je dirais, typique que tu pourrais apprendre dans un manuel comment t'internationaliser. On a un client ici qui est une boîte gigantesque en fait, à l'international en pharma. Okay. Et ils nous ont emmenés en fait, dans des sièges qui étaient en France. Maintenant, on a été aussi voir un petit peu en Allemagne, en Italie. On a vendu en France et là, on est en train de voir avec les autres sièges pour aller vendre en fait, ce qu'ils font en Belgique et qui fonctionne très bien en Belgique. Le rêve. Donc oui, on a des ambassadeurs en interne qui vont aller nous promouvoir en fait, à l'international. Donc ça mâche énormément le travail. Ah, Donc, ça c'est sûr. Et tu avais 3 trucs en tête? Ouais. Raconte-nous une autre. Du coup, il y en a une autre qui est plus, je veux dire, qui était vraiment un projet un peu du cœur. C'est un projet qu'on a mené en RDC, au Congo. Donc j'ai grandi au Congo. Mes parents y sont toujours. Okay. Et on a eu... Enfin, je suis allée en vacances, en fait, les voir, et j'ai été, comme une très bonne entrepreneuse, avec tout mon matériel dans ma valise, parce qu'on part pas en vacances sans son ordi. On va applaudir, vous avez raison, on peut applaudir. Et c'est la VR, hein, donc c'est une valise, quoi, le matériel, quoi. Non, ça va. C'est donner des petits casques, un câble et un PC portable. T'inquiète pas. Tu étais en train de mal nous vendre. Et j'ai été pas loin. On a été à la brasserie principale dans la ville, la Brassimba, qui est à 200 mètres de la maison de chez mes parents. On a été pitchés et ils ont adoré parce que, pendant le Covid, t'imagines au Congo, quand tu es homologué par des entreprises, Brassimba c'est racheté par Castel, donc ils ont des formations obligatoires européennes. Okay. Tu es en plein Covid, tu n'as pas de formateur qui peut venir. Yes. Tu as des personnes à former qui ont des backgrounds mais complètement différents, qui ont été à l'école, qui n'ont pas été à l'école des fois. Et il faut les former avec le même matériel, le même support. Et du coup, tu arrives avec un médium qui est immersif, dans lequel tu as des guides audio, visuels, qui est super interactif. Ils ont adoré et ça fonctionne et ça tourne super bien chez eux, quoi. Donc, comme quoi. Mais comme quoi. Donc, en vacances, toujours prendre son ordi avec. Il faut y aller, quoi. Ça peut gâcher des vacances, mais bon, voilà, ça, c'est beau, ça. Catherine, j'imagine que ça, c'est dans le guide et qu'il faut oser. Ah oui, ça, ouais. c'est de toute façon. Montre-nous un peu le guide que tu fais avec Agoria, les partenaires, tout ça. C'est la pub, on peut y aller, tu peux y aller, hein, vraiment. Voilà, donc une des choses qu'on fait justement en collaboration avec Brussels. Donc l'année dernière, on avait commencé cette collaboration. On a d'abord fait une petite enquête parmi une cinquantaine de start-up et de scale bruxelloises qui répondaient à la cible. Donc là, on a rassemblé certaines connaissances qu'on a agrégées avec les connaissances qu'on avait déjà auparavant. On a aussi interviewé 8 entrepreneurs, entrepreneuses dans des stades de maturité différents et qui ont fait leur témoignage. Ici, vous allez trouver leurs 8 histoires. Et puis, c'est parsemé aussi de toutes sortes de tips and tricks, des petits outils de support décisionnel, etc. Beaucoup de gens très occupés, évidemment, ici. Fais-nous le résumé de ChatGPT du livre. Ton meilleur conseil, un conseil que tu peux choisir là-dedans, que tu peux nous partager aujourd'hui. Il ne faut pas s'y prendre au petit bonheur, la chance, je dirais. Parfois, on a des opportunités. On accompagne un de ses clients qui fait un projet à l'étranger. Enfin, c'est très bien et ça peut ouvrir des marchés, mais quand même, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment faire une très bonne analyse avant de choisir. Il ne faut pas en vacances aller dans une brasserie au hasard. Oui, ça pourrait arriver. Hein. Bière avec. Ça peut arriver. Mais se préparer, quoi. Oui, quand même. Il faut se préparer. Ça, c'est clair. Toi, tu as eu... Par cette chance-là, tu as été provoqué la chance. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui se lancent
D'accord, on a compris que les vacances, y aller à fond. Mais est-ce que tu as d'autres choses qui peuvent toi, aider des gens qui veulent se lancer, se disent peut-être on n'est pas encore prêt et tout. Est-ce que tu étais prête, toi? Quand le premier groupe t'a dit on va aller en Italie, on va aller. Est-ce que tu étais prête? Est-ce que c'était Est-ce que c'était traduit en d'autres langues, toi? Est-ce que tu étais prête ou pas du tout? Ou c'était Non, au pas bluff? du tout. Ouais. On n'était pas prête. Quand notre ambassadeur en fait, de cette boîte est venu nous dire, bon, ben, en fait, là, il me faut la version gigastable du produit, c'était il y a 1 an. Où on va aller... je peux faire des copier-coller en fait, de ton fichier, le mettre partout, le faire runner et le mettre en démo dans tous les sens. Moi, je lui ai dit oui avec un très grand sourire. Puis je suis allée voir les développeurs. En fait. Vous devez bosser toute la J'ai nuit. été voir mon CTO, il m'a regardé, il avait déjà des cernes, tu vois. Mais ça va, tu vois, ça a été au final, je veux dire, on n'est pas allé en se disant, bon, ben on verra bien. On est conscient de la taille du marché que ça représente, on est conscient de l'opportunité que ça peut représenter pour la croissance de la boîte, et on le prend pas du tout à la légère, comme tu disais. Enfin, c'est pas, les gens te donnent rarement 5 chances. Oui. Donc quand tu y vas et que tu fais une bonne impression, en général, ça va bien, même si le marché se débloque pas tout de suite, que ça prend un petit peu de temps. Tu as laissé une bonne impression, c'est ça qui est super aussi important. Quand tu vas avec un de tes clients, partager à l'étranger. Yes. Et vous n'avez pas un petit fait à nous partager, tu vois, parce que là c'est trop dur, C'est tu trop vois, vous avez parfait. réussi, vous avez marché et tout, un truc que tu as essayé, ça n'a pas marché, quelque chose. Qu'est-ce qu'on a essayé qui n'a pas marché? Mais pour une qu'on a eue au Congo, je crois qu'on a dû écrire avec Jean-David, mon collègue qui est là dans la salle, au moins 7-8 offres à différentes entreprises. Donc j'ai pas juste été pitché à la brasserie au hasard et faire une dégustation de bière, tu vois. J'ai pris mon ordi et on a été prendre tous les contacts qu'on avait trouvés chez mes parents, chez les amis de mes parents. Ils nous ont ouvert plein de portes. Il y en a qui sont toujours pas clôturées. Mais il y en a qui sont clôturés. Donc oui, j'ai passé beaucoup de temps pendant les vacances à écrire des offres pour aller directement aller en démo chez eux. Donc ouais, une gagnée, mais il y en a au moins une dizaine qui ont été envoyées, quoi. C'est bien que ce soit pas si facile quand même. Qu'il n'y ait pas que les trucs... Ce serait moins amusant. Très moins amusant. Nickel, Catherine, toi, est-ce que tu as un dernier insight à nous donner avec tous les programmes, tous les startups que tu vois tout le temps? Est-ce que tu as vu une startup qui disait waouh, celle-là, il faut la suivre, il faut regarder comment elle se déploie à l'international, c'est un modèle, allez la suivre. Voilà, et puisque ce soir, c'est quand même honneur aux femmes, on Yes. a plusieurs... voilà, on met en lumière des rôles modèles de femmes. Et il y en a 2, justement, que j'ai eu l'occasion d'interviewer dans le cadre de cette brochure. Une première qui est Khadija Nadi, qui est la CEO de Delta Q. Je ne sais pas si c'est une société bruxelloise. Et l'autre, c'est Eline Meulert, qui est cofondatrice de Citizen Lab. Yes. Donc oui, dans les 2 cas, elles ont fait un sacré bout de chemin. Bon, Delta Q est présente surtout en Europe et peut surfer sur la vague du Green Deal parce que voilà, ils offrent une solution qui permet aux gestionnaires de bâtiments de rationaliser l'énergie qui va au chauffage et à la climatisation, etc. Mais c'est pas parce que le Green Deal déroule le tapis rouge de nouveau que c'est si facile. De nouveau, bon, ils sont vraiment obligés de faire une sélection des marchés qui sont le plus ouverts, parce que finalement, la construction est un secteur qui pollue beaucoup, mais qui est très traditionnel et qui a beaucoup de résistance à se digitaliser. Donc, vraiment, ils se focalisent sur les pays qui sont ouverts à la digitalisation et qui sont aussi très sensibles à tout ce qui est sustainable. Donc, de nouveau. Et ils essayent aussi d'éduquer leur marché. Donc eux, c'est surtout une présence en Europe. Et aussi, ils ont eu une occasion d'entrer en contact avec le Japon. Mais bon, c'est vraiment l'Europe. On les suivra, Oui. Elles sont évidemment dans le guide, mais on suivra d'abord toi, Dimitra, évidemment. C'est toi qui es venu ici ce soir. Donc on va te suivre. Si on te pose une question sur LinkedIn, tu réponds ou pas? Bien sûr. Tu aides? Autant que je peux. Allez, pas mal. Quelle question ici pour notre super panel? Pas encore? Attention, parce que alors c'est moi qui dénonce. Quels sont vos rêves et le futur? Comment vous voyez les 5 prochaines années? La question est pour Catherine ou pour moi? Pour vous deux. Oui, pour nous deux. Alteria a vocation à grandir
Et c'est ce que je dis toujours. Alteria, c'est beaucoup plus grand que juste moi ou mes cofondateurs. Donc, dans 5 ans, on se voit, c'est de manière beaucoup plus stable à l'international. Aider les groupes aussi à faire des liens entre leurs différents sites de production. On est dans la tech, donc tout ce qui va être training, en fait, aussi, du partage entre les différents sites. Notre rêve, ce serait qu'on facilite encore plus la communication et le véhicule d'information au sein de ces énormes groupes qui sont en général très, très fermés, et s'ouvrir un peu plus au monde éducatif académique. On commence cette année, mais c'est vrai que c'est encore un marché qui est assez inconnu pour nous. Top, merci beaucoup. Catherine, vas-y, si tu veux. Catherine, et où tu vois les startups dans 5 ans en Belgique? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça décolle, que ça pète? Ce qu'il faut, c'est qu'elles entrent aussi dans la ligne de mire des investisseurs étrangers, internationaux. Parce que je crois qu'on a des entrepreneurs et des technologies fantastiques, très innovantes en Belgique, mais on n'a pas toujours les investisseurs qui ont suffisamment de moyens, ni qui ont une vision suffisante des potentiels du marché. Et au fait, les sociétés belges, les startups belges, quand elles vont s'internationaliser, elles se trouvent confrontées à des concurrents dans d'autres pays, je dirais la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, et elles sont obligées elles ont la possibilité de faire des levées de capitaux beaucoup plus importantes. Alors évidemment, c'est un peu handicapant. L'avantage, c'est que, au fait, les entrepreneurs belges sont beaucoup plus productifs. Ils peuvent faire beaucoup plus avec 1 euro. Oui. Parce que, non, ils ne peuvent pas gaspiller, ils n'ont pas pléthore de moyens. Mais donc, ce qui serait important, c'est qu'ils soient plus dans la ligne de mire des investisseurs étrangers. Nickel, bien noté ça. J'ai une question ici, j'arrive. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai pas de question. Tu m'as dit que tu as levé la main. Ah bon? J'ai une question pour toi, alors Dimitra, parce que je voulais te la poser, mais je préfère être loin pour te la poser, parce que c'est une question pas facile. T'étais pas la CEO à l'époque d'Alteria. Raconte-nous un peu ça, comment ça se passe dans une boîte. T'étais la CFO, donc la personne sérieuse qui gère les chiffres et tout ça. Ouais. T'es la CEO maintenant. Comment ça se vit ça dans une entreprise, un changement comme ça? C'était pas un changement qui était évident. Mais comme je disais un peu plus tôt, Alteria, c'est plus grand qu'une personne ou qu'un groupe de personnes. Donc la vie de l'entreprise, elle ne va pas toujours tout droit. Des fois, on doit faire avec ce qui arrive. Mais le plus important, moi je suis hyper reconnaissante de la chance qu'on m'a offerte là maintenant. Et j'espère être la personne qui va pouvoir unlock à l'international Alteria. Cool, on espère. Une question ici. J'aurais voulu savoir, Agoria suit également des très grandes entreprises. Comment est-ce que vous gérez l'aspect, parfois, le sentiment du coût d'opportunité entre faire confiance à une petite boîte qui veut grandir mais qui n'a pas forcément les grands moyens d'une grande boîte, avec à côté ces grands groupes qui peuvent fusionner, combiner, collaborer à plein? Est-ce que vous arrivez encore à faire confiance aux petits et comment vous le faites monter pour peut-être un jour devenir grand? Non, c'est une bonne question. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous la posez par rapport à Agoria, mais c'est parce que c'est toujours valable. Mais c'est important que cette petite société qui veulent vendre des solutions à des grandes sociétés puissent susciter une relation de confiance. Pourquoi? Parce qu'on dit oui, elles ne sont pas sur le marché depuis de nombreuses années. Est-ce qu'elles vont survivre, etc. Et donc un acheteur dans une grande société, on dit qu'on n'a jamais été licencié. Un acheteur n'a jamais été licencié parce qu'il achetait SAP, dans le temps IBM. Bon, il doit vraiment se mouiller pour acheter dans une start-up. Donc on donne aussi à cette start-up cette confiance qu'il doit avoir pour se retrouver devant des acheteurs dans des grandes sociétés. Je ne sais pas si c'est ça une réponse à votre question. Et d'autres efforts qu'on fait, c'est justement de mettre en relation des startups et des grandes sociétés, pas seulement pour créer une relation client-fournisseur, mais aussi pour créer des choses ensemble.
pour ça, ce qu'on appelle le open innovation, parce que souvent les startups ont l'agilité, ont le sens de l'innovation, mais n'ont pas les moyens, tandis que les grandes sociétés, elles sont plus lentes, elles sont moins innovantes, mais elles ont les moyens. Et donc, en mettant tout ça ensemble, on pourrait vraiment stimuler l'innovation. Et donc là aussi, on appelle ça le corporate venturing. Là aussi, on entreprend des actions. Trop bien, j'ai une dernière question ici. Merci Catherine de Greensy. Ça va? Très bien, et toi? C'est quoi Greensy? C'est quoi Greensy? Oui. C'est un composteur d'intérieur pour les particuliers pour aider tout le monde à composter le plus facilement possible. C'est vraiment incroyable. Si je ne me trompe pas, une petite actu chez vous, non, pour l'instant? Oui, effectivement, on est en pleine levée de fonds participative sur la plateforme Spreads. C'est pas incroyable, ça? Donc si quelqu'un a envie d'investir dans une jeune pousse qui promet, évidemment, ça cartonne, vous ne devez pas hésiter. Et en plus, il y a une réduction d'impôt de 45%. C'est un argument très valable pour les investisseurs. Tour en vacances, t'aurais été à la brasserie, c'est sûr. Est-ce que tu as une question pour une start-upeuse là qui a 5 ans devant toi? Vas-y. Des questions, j'en ai plein. Parce que c'est quelque chose qui m'inspire quand même très fort. Avec Greensy, on aimerait bien aussi, justement, c'est un truc qui nous touche, c'est de pouvoir aller plus loin à l'international. On le remarque aussi très fort qu'on est très fort, justement, dans la Belgique. On connaît très bien la Belgique, il y a des bonnes relations et ça nous booste énormément. Et la question, c'est un peu de savoir comment faire pour avoir les premiers pas, en fait, le premier contact vers l'international et comment être sûr que... Enfin, c'est très général comme question, mais comment être sûr que ça se passe bien comment aller chercher ce premier contact, quoi. Avant que vous répondiez, je dis juste la réponse d'Isabelle, contacte le 18-19 à Bruxelles. Et après, à vous. Au fait, voilà, c'est ce que j'allais suggérer. Vous n'êtes pas seul, hein. Il y a des tas d'instances autour de vous. Et j'allais évidemment évoquer Hub, qui entreprend des tas de choses, qui organise des missions, des participations à des foires, qui a des études de marché, etc. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'on n'est pas seul. Il y a par exemple d'autres facilités, je sais pas, de prendre un stagiaire du fonds Prince Albert pour aller faire une étude de marché. Il y a des tas de possibilités, mais il faut se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et il faut oser demander aussi à des entrepreneurs qui ont déjà plus d'expérience. C'est très, très important, l'échange. Moi, je dirais aussi, essaye de bien matcher, en fait, les missions qu'on te propose avec ton marché, puisqu'il n'y a personne qui connaîtra mieux ton marché que toi. À toi aussi de faire des recherches. Vers quel marché est-ce que tu veux t'ouvrir? Je donne un exemple. Nous, à l'époque, on visait pas spécialement la pharma, mais vraiment l'industrie en général. Du coup, aller faire un salon industriel en Allemagne, pour nous, c'était jackpot. Tu vois, plot twist, on n'a pas dégoté de contrat à ce salon-là. Mais pour moi, ça reste un des salons les plus pertinents qu'on a fait. Et là, maintenant, en étant un peu plus près, en ayant déjà eu quelques expériences à l'étranger, je pense qu'on y retournerait avec plaisir pour plutôt unlock des contrats. Mais vraiment essayer de voir vers quel marché tu dois t'orienter. Et en fonction de ces marchés-là, est-ce qu'il y a des opportunités à Bruxelles, à Goria, ou bien d'un autre hub qui fit aussi beaucoup mieux avec ta start-up, j'en sais rien. Et essayer de voir en fonction de ça, tes contacts, ton network, essayer de faire aller plus comme ça. Canon. Ah, monsieur, là, une question. C'est la dernière, donc vraiment, soyez très très bon. Hein. Grosse pression chez vous. Merci. Bonjour. J'aurais voulu savoir, à partir du moment où une start-up se débrouille sur son marché domestique, on n'a pas parlé du online. Or, il me semble que la vente en ligne ou la mise en ligne de ces produits permet d'internationaliser assez facilement. Une fois qu'on a une visibilité sur les marchés extérieurs, l'exportation devient beaucoup plus facile. J'ai un peu l'impression que si on commence par faire des foires et des machins sans être connu, les gens vont par hasard s'arrêter à votre stand, mais pas nécessairement. Est-ce que vous envisagez de mettre vos produits ou est-ce que vous les mettez déjà en ligne pour assurer une visibilité? Et une fois que vous allez à l'étranger, vous êtes déjà pas béni parce que les gens vous attendent. Alors, je pense qu'il y a des produits qui facilitent plus cette approche-là que d'autres.
Nous, on est sur du software orienté B2B pour des grosses entreprises qui, en général, vont plutôt aller voir le site web ou les publications LinkedIn un peu comme une vitrine, mais ne vont pas aller acheter en ligne. C'est plutôt des comptes qui vont nécessiter beaucoup de relationnel avec le client. Donc c'est vrai que c'est une approche qui, pour l'instant, n'est pas appropriée, je dirais, à Alteria. Mais vu que l'année prochaine, on a un nouveau business model qui va arriver sur le marché, tu ne le savais pas venir celui-là. C'est incroyable. Qui va être beaucoup plus ouvert aussi à des sociétés de tailles différentes. À ce moment-là, oui, exactement, la mise en ligne va être cruciale pour pouvoir aussi ouvrir des petits comptes et pas avoir 30 000 account managers, un par client, parce qu'au final, tout le monde a envie d'avoir aussi de l'attention de la part de l'équipe, mais il va falloir être plus efficace au niveau de l'attention qu'on va pouvoir donner. Canon. Un grand merci pour vos témoignages et vos réponses. On peut les applaudir, évidemment. Yes, alors, bienvenue d'abord. Merci. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez me pitcher votre boîte, chacune en 30 secondes? Oh, c'est court, ça, 30 secondes. Bonjour à tous, je m'appelle Siré Kaba et je suis la créatrice de la marque de vêtements éthiques Eratum Fashion. Donc, Eratum est un label qui propose aux femmes audacieuses et enjouées, donc un vestiaire coloré et élégant pour les accompagner dans leur trépidation quotidienne. Parce qu'en tant que femme, on sait ce que c'est. Hein. Très, très beau pitch. On applaudit évidemment ça. Évidemment. On change totalement de thème. Donc, je suis Valérie Zapico. Je dirige la société Valkuren où on développe des solutions Big Data avec des services data analytics et d'intelligence artificielle. On applaudit aussi évidemment, mais oui. Il y a eu du buzzword et ça, on peut aimer dans une soirée start-up, c'est nickel. Cyril, toi, tu es un peu comme Dimitra, en vacances, bam, tu vas chercher des clients. Toi, j'ai lu dans un dossier incroyablement fait par Bruxelles que ta fille t'avait dit les femmes noires, mais qui ne sont pas assez visibles dans les médias de la société. Et la réponse de n'importe qui aurait été d'aller sur Twitter, écrire un truc, et toi, tu as créé ta marque. Oui, parce que déjà, j'adore le vêtement, j'adore la mode, mais je peux vous interpeller tous ici. Comment est-ce qu'on est tous habillés? On est habillés en noir, en beige, en gris, non, en c'est jeans. Faux. Non. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout. Ouh. Voilà. Valérie, voilà. Valérie, oui. On s'est passé le mot, n'est-ce pas? Ah oui, je vois ce que tu dis. Ok, je comprends. Et donc voilà, moi je me suis dit, je dois trouver un médium en fait qui nous parle à tous, quelque chose qui est intime, qu'on utilise tous, et des fois on l'oublie même qu'on l'utilise. Et pour moi, le meilleur moyen, c'était le vêtement. Donc j'avais envie du coup de partir de ces vêtements qu'on trouve bigarrés, mais qui ont une histoire riche, pour raconter justement une histoire de personnes, pour raconter des histoires. Des histoires oubliées, des histoires tronquées, des histoires qu'on ne dit pas assez souvent, en me disant, ben voilà, le vêtement, on développe des sentiments avec nos vêtements. Et donc, en étant bien dans notre vêtement, peut-être que du coup, on peut s'ouvrir un peu plus l'esprit et puis s'intéresser peut-être à d'autres histoires. Donc, c'est pour ça, le vêtement. Oh là là, ce pitch est incroyable, on applaudit ça, mais oui. Valérie, toi, ce que ta fille t'a dit, il n'y a pas assez de big data dans la société. Voilà. Il faut en rajouter. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta boîte? Moi, j'ai toujours été dans la data. Ok. J'ai jamais travaillé dans une grosse boîte. J'ai commencé par une petite boîte où je faisais du service, du consulting. Et donc, à un moment, j'ai dit, je l'ai fait pour aider mon chef. Maintenant, je vais le faire pour moi. Donc, j'ai créé Valkuren. Très propre. Ouais. Hein, je l'ai fait pour mon chef, maintenant je le fais pour moi. C'est tout ce qu'on doit se dire un jour quand même quand on est très beau. Voilà, et puis l'aventure a commencé, donc freelancing parce que j'ai fait mon cash pendant quelques années. Et derrière, j'ai commencé à embaucher. Voilà, on a gagné quelques projets et voilà, et ça continue bien maintenant. Cool, bravo pour ça. Cyril, toi, t'es parti en mission. Raconte un peu au Sénégal. T'étais pas sûre d'être prête? Je n'étais pas prête.
Carole s'en souviendra. Donc, en fait, je suis tombée sur l'information assez tardivement. Ok. Et c'était le Sénégal. Donc, moi, en fait, je ne suis pas d'origine sénégalaise, je suis d'origine guinéenne. Je suis passée par la Guinée et la Tanzanie avant d'arriver en Belgique. Mais mon projet a débuté au Sénégal. Et donc, pour moi, le Sénégal, en fait, c'est mon pays un peu coup de cœur. Et donc, il y a une relation spéciale avec le Sénégal. Quand j'ai vu qu'il y avait une mission économique au Sénégal, je me suis dit, enfin, c'est pour moi, il faut que j'y participe. D'autant plus que je me dis, bah voilà, j'ai une clientèle internationale ici, bah, cette clientèle, elle peut se retrouver aussi via l'Afrique. Dès le début de mon projet, évidemment, bah, la Belgique, c'est un ancrage par rapport à l'histoire que je raconte, mais je me suis toujours dit, je commence ici, mais avec une vision à l'international, parce que cette histoire, voilà, il faut continuer à la propager, il faut continuer à la raconter, et voilà, et puis pour moi, mon rêve, il est aussi surtout panafricain. Et donc, je trouvais que le Sénégal était une bonne entrée pour comprendre l'écosystème. J'ai vraiment été d'abord pour essayer de me dire, mais comment ça se passe là-bas? Il y a effectivement les sites Internet, les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la même chose que vraiment de rencontrer des personnes, comprendre, discuter. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette mission, c'était l'opportunité d'apprendre, avant tout. Ouais, ce qui est déjà pas mal. C'est super. Et qu'est-ce que tu as appris? Un truc, hein, pas tout, parce que un truc que tu as appris, tu dis... J'ai appris qu'il faut beaucoup de patience. J'ai appris qu'il faut beaucoup de patience, et puis j'ai appris des choses sur moi aussi, en fait, en termes de résilience. Et puis aussi, je savais que voilà, j'arrive à percevoir un petit peu l'ADN de certains projets. Mais je me dis, mais c'était des projets qui me sont proches, de gens que je connais. Et là-bas, par la force des choses, en rencontrant mais vraiment de parfaits inconnus, j'arrivais justement à mettre le doigt dessus. Et donc, je me dis, mais ça, c'est une compétence que je dois vraiment continuer à mettre en avant. Il faut que j'exploite ça encore plus. Et puis surtout, les rencontres, toujours les rencontres, rien qu'avec les Sénégalais, entre nous, Belges. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une partenaire à moi maintenant, donc, qui a un studio de communication. Et donc, avec elle, on occupait à travailler ma stratégie pour vraiment... aller plus à l'international. Attends, là-bas, tu as rencontré quelqu'un qui est devenu ta partenaire? Pour la communication, donc maintenant on collabore ensemble. Ouais. J'applaudis ça, je suis désolé, mais tu vois, ça c'est classe. Canon. Valérie, toi tu es dans un... Non, j'allais dire toi tu es dans un domaine très sérieux, pas comme toi tu ne serais pas dans un domaine très sérieux. Mais, un peu plus boring, hein. On s'emmerde un petit peu. C'est ça que je voulais dire. Non, pas du tout. Mais on parlait un peu en préparant l'émission, parce que oui, on prépare l'émission, je vous vois bien que vous regardez vos commentaires. On parlait des contrats, hein, parce que c'est ça la thématique du truc. Toi, tu es dans un sujet sensible. Ouais. Comment ça se passe pour signer un contrat à l'international quand on est des petits Belges, si j'ose dire ça? Et à quoi tu as fait attention ou tu as fait des erreurs? J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un contrat. On se dit tout ici, on se dit tout. Non, pas du tout. C'est pas simple, mais il faut se faire accompagner. Voilà, moi j'ai un très très bon cabinet d'avocats. J'étais tombée dessus avant par hasard. Et donc, je me suis fait accompagner par un très bon... Dis le nom. C'est un DLA Piper. OK. Et j'ai une avocate en or qui m'aide sur tous les contrats et qui... Dis son nom. Ah oui. Laurence. Mais j'ai plus son nom de famille, je suis désolée. Avocat, Laurence, voilà. Google. Bon, voilà. Et donc, voilà. Et en fait, l'histoire, c'est qu'elle nous a accompagnés pour écrire les contrats, pour nous protéger au maximum, pour faire les relectures. Et j'ai essayé de décharger au maximum. Donc, après, il y a deux choses. C'est qu'on a contractualisé une fois avec un gros corporate en France et une autre fois avec une start-up en France. Donc, le risque n'est pas le même sur les deux. Et au-delà du juridique, raconte-nous un peu, c'est quoi de négocier, surtout avec ces gens qui nous ont volé la Coupe du Monde, qu'on respecte beaucoup évidemment. Comment tu as pu faire ça, c'est dégueulasse. Comment négocier un contrat avec un corporate français au-delà du juridique, tu vois, combien de temps ça prend, combien de calls, combien de niveaux de... Tu vois, comment... C'est long, parce que nous, on est arrivés dans ce corporate via un challenge subsidié par l'Europe, donc AI4EU, et donc on a gagné le challenge avec cette boîte. Okay. Et on travaillait avec le service innovation et le service qualité. Et donc on a été quand même sponsorisé par les deux directeurs de ces départements. Et donc quand on est arrivé au niveau du purchasing,
on a dû négocier les prix, mais on était déjà Fortement poussé, dans la place, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, c'était surtout plus pour nous protéger, pour être sûr qu'on avait les bons points d'attention sur la propriété intellectuelle, sur après, on a négocié la tarification. Voilà, on a fait un petit effort aussi sur... voilà, mais je veux dire, c'est passé quand même gentiment. On n'a pas... voilà. Mais c'est très long. Avec la start-up française, Pardon ? Avec la start-up Avec la start-up, ça a été vite fait, parce que la start-up, c'était une CIO polonaise, qui était en France. On a été en contact par le réseau Women in Big Data, puisque je gère le réseau Women in Big Data à Bruxelles. Malin, ça. Et donc, très malin. Voilà. Et donc, on a été mis en contact toutes les deux via ce biais-là. Et donc, ça a été très vite parce qu'on a matché directement et on avait les mêmes centres d'intérêt. Et ça a été très, très vite avec elle. Voilà. Donc, tu n'as pas une mauvaise histoire à nous raconter avec la France? Non. S'il te plaît. Je dis que je suis à moitié française aussi. Mais on fait votre recherche qu'on a vu des gens ici à moitié françaises. C'est française, hein, ça. Ok. Toi, Cyril, t'es pas encore au contrat. Non. Comment t'envisages ta vente internationale? Comment t'envisages ton export de marque? Où t'en es pour l'instant dans ta réflexion? Où j'en suis dans ma réflexion, mais c'est de comprendre encore plus l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'en décembre, je participe à la Fashion Week d'Accra, qui est aussi un autre hub voilà, qui bouge énormément en Afrique. Donc être à Accra, c'est, je pense, vraiment une très bonne stratégie pour moi. Et je ne suis pas encore au contrat, mais par contre, je pense que je n'aurais jamais rencontré Akouvi si je n'avais pas participé à cette mission. Donc pour moi, c'est un contrat d'avoir rencontré cette jeune fille qui a lancé son média, dont vraiment le cœur de métier, c'est les modes africaines en fait. Et donc grâce à elle, je suis occupée, mais vraiment à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et c'est elle qui m'a parlé de Accra Fashion Week. On a monté le dossier ensemble et puis j'ai eu la réponse à peine hier en fait pour dire que c'était accepté. Pour, on applaudit voilà. ça évidemment. Et donc, quand tu vas là-bas, tu vas carrément pouvoir déjà défiler avec des modèles, tout ça, ou non, tu vas avec ta mallette remplie de vêtements et tu vas montrer le plus possible à des acheteurs peut-être? Mais oui, parce que voilà, j'ai déjà repéré un concept store voilà, qui commercialise d'autres marques que j'aime beaucoup, que je connais d'ici. Donc voilà, c'est quelque chose de très carré. Donc d'office, oui, j'irai avec pas une valise, mais 2 valises, quoi. Ouais. 2 valises, ok, tu entends ça? 2 valises. Là, ça, on monte. Nickel, je vais aller évidemment dans la salle parce qu'elles ont des questions. Donc moi, ma question, c'est, puisque tu vas en Afrique, est-ce que tu as eu l'impression qu'en étant en Belgique, la Belgique t'a apporté une valeur sur ce que tu vas, toi, apporter? Parce que le textile africain, tout le monde connaît, c'est en Afrique, tout le monde connaît. Donc si tu veux exporter quelque chose, est-ce que le fait d'être présente en Belgique t'apporte quelque chose de plus, qui te distingue du produit en Afrique? Très bonne question, merci. Très pertinente. C'était en fait aussi mon interrogation. D'où vraiment l'importance pour moi d'aller sur place, de regarder, de voir et de comprendre. Et ça m'a conforté qu'effectivement, j'y ai ma place. Parce qu'en étant en Belgique, c'est vrai qu'on se dit que c'est un marché qui est quand même assez compliqué. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, je touchais une clientèle internationale qui a des points communs, en fait, qu'on soit en Belgique, en France, au Ghana, au Togo. C'est des femmes, en fait, actives, qui aiment des pièces faciles. Plus originales, ou peut-être? Oui, qui aiment des pièces faciles. Quand je disais des femmes actives, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup de femmes qui exerçaient des professions libérales. Donc, pour elles, voilà, pouvoir vraiment assumer qui elles sont à travers le vêtement, c'est quelque chose de très important. Et même encore peut-être plus en Afrique. Et du fait que moi, je suis dans du prêt-à-porter, qui est facile pour aller au travail, mais aussi facile, en fait, pour sortir avec des copines. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'en Afrique, il y a soit aussi cette mode hyper pointue, qui est un peu faite en Afrique, mais pour toucher une clientèle ici. Ou alors... Dans le sens contraire, alors. Oui, c'est ça. Ou alors, on est beaucoup dans le sur-mesure, en fait. Et moi, je suis entre les deux. C'est pas du sur-mesure. C'est des pièces éditées en édition, mais vraiment très limitée. Et donc, on est quasi sur du mesure, mais j'ai de facilité d'être dans le prêt-à-porter, donc avec des gradations, des tailles qui correspondent. Et puis, j'ai cet œil aussi de pouvoir repérer, en fait, l'imprimé
qui est assez original et qu'on ne voit pas partout. Donc tu as une image très claire de ce que toi tu vas apporter en plus sur ce marché-là. Complètement. Grâce à cette touche belge Grâce plus à cette originale touche, et oui, plus, oui. Et c'est là où je pense que quand Florence m'a contactée pour participer ici, je m'étais dit, bon, je n'ai pas signé de contrat, est-ce que j'ai vraiment ma place? Puis finalement, en discutant avec elle, je me suis dit, oui, complètement, parce que ça peut être intéressant et qu'on se rende compte qu'en fait, notre double culture, en fait, elle est totalement riche, que ce soit là-bas ou ici, mais ça nous renforce et on ne se rend pas toujours compte à quel point. Mais vraiment, moi ici, ma singularité, c'est peut-être mon africanité, mon afropolitanisme. Et puis en Afrique, mais c'est aussi ce côté, cette belgitude en fait, et du fait de cette connaissance aussi africaine. Donc c'est, voilà, la Belgique, une partie de l'Afrique de l'Ouest, c'est tout ça qui fait que du coup, moi j'arrive à proposer un produit qui ne ressemble pas à ce qui existe pour le moment, et que je pense que j'ai tout à fait ma place. Moi, j'ai une question encore plus délicate alors. Donc, est-ce que on est entre nous, hein? Voilà, le hub t'aide justement à explorer pas à pas, sans prendre de risques, à faire tes premiers pas dans le concret, sur le marché africain, avec cette touche belge. En quoi le hub t'aide justement à exporter avec cette touche belge plus originale, dans le côté pratique en fait? Dans le côté pratique, mais vraiment très pratique, c'est de pouvoir rencontrer en très peu de temps plein de personnes. Enfin, quand on est arrivé au Sénégal, on nous a déroulé le tapis rouge en fait. Il y a beaucoup d'embouteillages, mais on était escortés, tout était centralisé à un même endroit. Il y a des officiels qu'on a pu rencontrer. Donc, et en plus de cela, moi j'ai habillé la princesse Astrid en fait dans le cadre de ce voyage. Je ne l'ai pas habillée une fois, mais je l'ai habillée 3 fois. Donc le hub ici a vraiment agi comme un facilitateur. Après, j'étais déjà en contact avec l'équipe de l'équipe stylistique de la princesse Astrid, mais je ne voyais pas très bien comment. Et puis, j'ai vu qu'elle présidait cette mission. Donc, ça faisait d'une pierre deux coups. Je dis, voilà, elle participe, ça fait en plus sens. Voilà, on sait tous que l'entrepreneuriat, elle soutient, d'autant plus l'entrepreneuriat féminin. Et donc, porter les pièces d'une créatrice qui participe à cette mission-là, c'était difficile de dire non. Hein. Et elle l'a fait ça alors? Elle s'est engagée à porter, elle va porter une de création? Elle a porté 3 fois. Oh, allez là! Moi, j'ai une question peut-être plus de l'ordre du culturel sur la négociation de contrats ou sur les rapports avec des partenaires qui s'adressent à toutes les deux, puisque vous avez des marchés très différents en fait. Qu'est-ce que vous prenez en compte d'un point de vue culturel justement dans vos négociations ou dans vos rapports avec des partenaires à l'étranger? Est-ce qu'il y a des petites choses auxquelles on ne penserait pas, mais on se dit, la manière de, par exemple, d'aborder un partenaire ou un client potentiel en Afrique sur le marché sénégalais ou sur le marché français est un peu différente de la manière dont je le fais en Belgique. Et si on n'y pense pas, on ne se rend pas compte, quoi. Voilà, c'est ça ma question. Tu veux? Je commence? Oui, tu peux commencer. Pour la France, moi, c'est assez simple, comme je suis aussi française. J'ai cette façon peut-être plus formelle qu'en Belgique, on va dire, de cadrer un petit peu les choses avec les Français. Il faut que ça soit, bien carré. Il faut que, d'autant plus dans ce qu'on propose, autant les services que notre outil. Faut vraiment que ça soit très très clair et très carré. Après, on est toujours en négociation avec quelqu'un au Japon, suite au Mobile World Congress l'année dernière. Et là, c'est totalement une autre culture et on voit le gap et le temps rallongé. Et donc là, c'est totalement une autre culture, c'est totalement autre chose. Et là, je vois qu'on n'est pas du tout préparé pour ça, en fait. Et donc, c'est vrai que ta question elle est très pertinente parce qu'il faut vraiment se préparer. Il faut essayer de se renseigner un maximum sur l'interlocuteur qu'on a en face, les us et coutumes du pays, et peut-être comment se faire accompagner au mieux là-dessus. Voilà. Moi, je dirais, en tout cas pour l'Afrique, c'est que le relationnel, en fait, joue énormément. On peut être dans un rendez-vous professionnel et puis passer beaucoup de temps
à parler de tout sauf de ce pourquoi on est là, en fait. Et ça, il faut le savoir. Et donc, c'est pour ça que je parlais de patience, c'est-à-dire que on prend le temps. Et peut-être qu'ici, on sépare un peu les choses. Peut-être qu'en Afrique, les choses sont moins séparées. Enfin, la personnalité de l'interlocuteur joue énormément. On a besoin de savoir qui vous êtes, peut-être avant de vraiment se dire qu'on va vous faire confiance. Oui, et puis il y a peut-être beaucoup de détours, en fait, avant d'arriver au point. Oui, il y a beaucoup de détours, et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et je crois aussi qu'on dit, il faut savoir décoder, parce que des fois, la personne, elle te dit non, mais elle ne te dit pas non. Donc, ça, c'est aussi un peu déstabilisant, en fait. Phrase dangereuse. Oui, il y a jamais. C'est pas un non, c'est pas non, en fait, mais c'est pas oui non plus. Donc. Oui, j'ai une réaction ici. Voilà, bonjour, mon nom est Carole Monet et je suis la personne qui a organisé la mission princière au Sénégal. Effectivement, Cyrée était présente. Donc, il faut peut-être préciser deux choses. Je réponds surtout à la question de madame concernant en fait ce que Hub peut apporter à des structures comme celle de Cyrée. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Donc, à la mission princière, j'avais la chance d'avoir dans la délégation 3 ou 4 grandes stylistes bruxelloises de renommée on a eu la chance effectivement habiller la princesse Astrid. Donc effectivement, Cyril l'a habillée. Il y a une autre aussi qui l'a habillée avec un monsour sur la tête, qui est une coiffe africaine qui a permis à la princesse Astrid de présider une cérémonie. Alors ce que Cyril essaie d'expliquer en fait concernant les marchés comme l'Afrique, c'est que c'est très important de visualiser que quand on part en mission de prospection, quand on est une société lambda, on a la possibilité d'avoir une ouverture de porte. Mais quand on part avec la casquette d'une mission économique belge, donc nous, on est là pour représenter quelque part un peu l'État belge, donc ça légitimise quelque part les rapports avec les entreprises, les partenaires locaux. Et ici, la particularité, donc par rapport à la mission, c'est que c'était une mission qui était présidée par une princesse belge. Donc là, on a touché le sommet. Effectivement, j'étais très fière de savoir que les vêtements que portait la princesse Astrid venaient de Bruxelles. Ici, c'est aussi très important de souligner le fait que les marchés africains sont des marchés de patience. C'est ce qu'elle essaie d'expliquer. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce boulot et il y a des contrats parfois pour lesquels on a été en mission il y a 4-5 ans qui sont signés seulement maintenant. En fait, l'Afrique, ça se mérite. Donc, il faut avoir cette patience. Merci beaucoup. Il faut avoir cette patience de savoir qu'aller en Afrique, c'est difficile, mais une fois qu'on y est et que ce contact, ce contrat qui n'est parfois même pas un contrat écrit, c'est effectivement simplement le fait d'être présent avec la personne. Ça se dit avec l'attitude, avec la présence de la personne. Ce sont des contrats qui ne se défont plus. Et donc là, effectivement, c'est qu'elle a signé. J'espère que tu vas m'envoyer ton questionnaire pour la mission à Abidjan, parce qu'on est censé aller à Abidjan au mois de décembre. Et là aussi, j'ai un volet mode que je voudrais pouvoir mettre en évidence avec Eratum Fashion, mais aussi avec les autres qui deviennent tout doucement en fait une espèce de pépite comme ça bruxelloise que nous voulons vraiment développer à l'international. Merci. Alors là, c'était une masterclass marketing. J'espère que vous avez bien noté ça, c'était incroyable. En fait, quand vous allez sur des gros contrats à l'international, par exemple d'expliquer le Japon ou bien aller dans un pop-up store directement au Sénégal, est-ce que vous vous faites accompagner juridiquement par du coup un cabinet juridique belge ou bien vous essayez de trouver un cabinet juridique sur place? Par exemple pour le Japon, j'imagine que c'est quand même assez compliqué. Quoi. Oui, mais par exemple, Della Piper, l'avocate qui me suit, Laurence, elle est notre future avocate aussi. Le cabinet est spécialisé sur l'international en fait. D'accord. Donc ils accompagnent, en général, en fait, ils accompagnent des grosses entreprises normalement. Et comme on s'est connus via des réseaux communs, elle m'accompagne spécialement sur certains domaines. Donc voilà. Donc effectivement, il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui connaît les règles internationales du pays où on va. Ok, merci. Donc moi, si je peux rajouter une précision par rapport à la mission économique. En fait, c'est-à-dire que le contact entrepreneur belge est hyper important. Donc, par rapport à cette question spécifique, moi, par exemple, je suis en contact avec une avocate qui a participé à la mission et qui est d'origine sénégalaise, mais elle bosse ici.
Et donc, elle se spécialise. Donc, c'est juste parfait parce qu'elle connaît vraiment ces pays-là. Mais voilà, elle est belge aussi, donc elle connaît aussi voilà, les réalités d'ici, quoi. Donc, évidemment, donc l'idéal, pour moi, elle coche toutes les cases à ce moment-là, quoi. Ouais. Parfait, un tout grand merci pour votre partage. Merci à toi, Je pense Thierry. qu'on peut les applaudir. Merci. C'était incroyable. Tes habits, on peut les acheter où? Alors, vous êtes invité à venir au 7 rue Saint-Christophe, Voilà. donc à 1000 Bruxelles, donc Eratum Fashion Concept Store. Vu que c'est la minute pub, en plus le 21, donc jeudi prochain, on organise un vernissage, donc auquel vous êtes conviés à partir de 18h30. Allez, c'est réglé. Avec cette histoire. plaisir. Canon, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Qui êtes-vous et que fait votre boîte pour laquelle vous êtes là aujourd'hui? Alors moi je suis donc Véronique Pevchin, je suis CEO de Greenshot, qui est en fait une société donc bruxelloise créée en juin 21. L'ambition qu'on a, c'est vraiment diminuer l'impact environnemental de tout ce qui est production culturelle. Donc que ce soit production audiovisuelle, que ce soit production théâtre, que ce soit les tournées, etc. Et également les publicités. Et on fait ça d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on a analysé les problèmes réels d'une production. Donc c'est pas très sexy, c'est l'opérationnel, les feuilles de temps, les salaires, enfin, plein de choses opérationnelles. On facilite ça, on facilite le côté financier et hop, on glisse l'empreinte carbone de tout ce qui se passe. Donc ils n'ont pas le choix, ils voient tout le temps l'empreinte carbone, ils mangent un sandwich, ils voient l'empreinte carbone, etc. Donc c'est une empreinte carbone automatique, ça les oblige au moins à prendre conscience. Et puis avec de plus en plus de lois qui imposent des reporting, on facilite tout ça évidemment. Mais donc nous, notre idée, c'est vraiment accélérer. Il faut savoir que c'est une industrie qui fait 1% de l'empreinte carbone mondiale et qui emploie 30 millions de personnes. Donc il y a plein de gens qui sont là pour faire des changements climatiques. Canon, cool. Clotilde? Mais donc, voilà, B-Angels. Moi, je représente B-Angels, qui est quoi? Qui est une communauté d'investisseurs privés qu'on appelle des business angels, qui sont à la recherche d'opportunités d'investissement, qui cherchent des startups dans lesquelles ils peuvent mettre des sous. Et moi, mon rôle là-dedans, c'est identifier, présélectionner ces startups en espérant qu'ils trouvent du financement chez nous. Oh là là, tout le monde est en train de te regarder, ok, sur LinkedIn. C'était quoi son nom encore? C'était quoi le truc, Clotilde? Comment, Clotilde? Très très bon. Clotilde, quand est-ce qu'on lève? Quand ou comment? Quand est-ce qu'on lève de l'argent? Quand on en a besoin. Ok. Après, il n'y a pas de moment précis. Je pense que d'abord, il faut savoir de combien est-ce qu'on a besoin. Parce que trouver 100 euros ou trouver 300 000 euros, c'est une autre stratégie. C'est différentes personnes auxquelles il faut parler. Ouais. Oui, le ticket minimum chez vous, c'est combien? Alors, il faut avoir besoin minimum de 100 000 euros. Okay. Après, en moyenne, des sociétés qui lèvent de l'argent chez nous vont trouver autour de 250 000 euros, en sachant que très généralement, c'est avec du cofinancement. Donc, il y a d'autres acteurs du financement qui participent également à répondre à ce besoin de financement qu'a la start-up. Tu es au début de l'aventure, encore, 50 000 euros. Je viens chez toi, je te contacte. Tu ne me rappelles pas, je te rappelle. Tu ne décroches pas, je rappelle. On a un premier contact. Tu analyses le dossier, il passe dans un comité. Tu analyses d'abord toi le dossier, vos équipes. Je passe dans un comité, c'est ça? Tu parles d'expérience en fait, c'est ça? J'essaie de me souvenir. Oui, on a travaillé avec B-Angels. Oui, on a levé avec eux. Non, c'est pas simple de lever de l'argent, B-Angels Wire. C'est une aventure. Comité, le comité décide si on passe ou pas devant le forum, qui est là le grand soir, ou on passe devant la communauté d'investisseurs, qui dit après... j'ai compris quelque chose à ce que la personne disait, dans mon cas en tout cas, oui, non, on l'investit ou pas, et alors on commence à discuter. C'est ça ou c'est plus ça, le trajet? Oui, en gros c'est ça. Mais pour donner quelques chiffres, on reçoit plus ou moins 400 candidatures par an, il y a une petite centaine qui va être retenue pour passer en comité de sélection. Là c'est un jury d'investisseurs actifs qui vont juger si oui le projet remplit nos cases. Je dirais qu'une quarantaine pour ce comité de sélection, il y a évidemment des investisseurs actifs, mais il y a aussi des partenaires de l'écosystème, comme par exemple Hub Brussels qui fait partie de ce comité. C'est important de les mentionner, ceci. Évidemment. Et donc il y a une quarantaine de startups qui sont sélectionnées pour pitcher devant nos investisseurs. Et donc tous les mois,
on propose à 5 startups de pitcher devant une audience d'une grosse centaine d'investisseurs privés leur projet. Voilà, l'année dernière, il n'y a qu'une petite dizaine de startups qui ont été financées dans leur premier tour, en sachant que l'année dernière, il y a 60 levées de fonds qui ont été financées. Donc, c'est vrai que le contexte économique fait que les investisseurs, aujourd'hui, soutiennent les startups qu'ils ont au portefeuille plutôt que investissent dans des nouveaux projets. Véronique, toi, tu es en pleine levée. On ne parlera pas de l'issue parce que c'est en chemin. Est-ce que c'est stressant? Je crois qu'une start-up, c'est stressant. C'est excitant, mais c'est stressant. Je veux dire, très je ne sais bonne pas, réponse. mais mes collègues là, je crois que si on n'a pas un certain niveau de stress, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'on fait, je crois, très honnêtement. Allez, on applaudit. Punchline sur punchline ce soir. Hein. Donc oui, évidemment que c'est stressant. Je crois que ça fait partie du métier, on va dire. Alors, levée de fonds, peut-être la chose, oui. Donc nous, on est effectivement en levée de fonds. On fait une levée de fonds qui se déplace, on va dire, aux États-Unis. Donc voilà. Moi, ce que j'ai beaucoup appris là-dedans, parce qu'en fait, on a été une des 40 startups. Après, on est passé en forum, on a eu des investisseurs qui sont venus chez nous et qui ont dit « Oh, non !» Donc voilà. On dit tout ici, on dit tout, la vérité, la vérité. Oui, c'est la réalité. Continuellement, on a été en contact là-dessus. Moi, je crois que c'est un parcours long, chercher des fonds. Donc nous, on a créé en juin 21, mais on avait déjà développé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on est allé à la limite des moyens qu'on peut trouver qui ne sont pas une levée de fonds, en fait, qui ne sont pas de l'equity. Alors, moi, je crois surtout, après, c'est tout un vocabulaire à apprendre. On a tous des mots, moi, honnêtement, enfin, je ne suis pas du tout financière. Au départ, j'ai dû comprendre le vocabulaire en français et en anglais. Ça, c'était déjà un point. Après, il y a des catégories. Donc, il y a seed, etc., etc. Et puis, nous, on n'est pas seed, on n'est pas A, on n'est pas... Voilà, etc. Et puis, il y a le fait qu'on doit envoyer des pitchs qui tiennent en 3 minutes. On demande 1 million à quelqu'un qui a 3 minutes à nous donner. On se dit, tiens, ça, c'est pas beaucoup pour 1 million, quand même. Et donc, il y a un petit peu de... Il y a aussi une sélection de son côté. Je crois que moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est finalement... Donc, ce que toi, tu as dit, c'est pourquoi on lève des fonds. Mais pour revenir au sujet précédent, je crois que la levée de fonds et l'internationalisation, c'est un des moyens de s'internationaliser, en fait. Parce que, dans notre cas, c'est évident que, vous connaissez tous, je sais pas, Amazon, Netflix, etc. Donc, ce sont des clients target pour nous. Donc, nous, on est par définition dans un marché qui est international. Même si la Belgique est très, très intéressante, évidemment. Donc, je crois que plutôt que chercher de l'argent, il faut le faire avec une stratégie qui n'est pas juste la stratégie financière. C'est la stratégie globale de la société. Et ça, c'est vraiment beaucoup ce que j'ai appris. Et en fait, donc, on est effectivement levé de fonds maintenant. Et il y a quelques semaines, on parlait avec un investisseur qui était vraiment le type qui a la tchatch, etc. Et donc moi, je n'ai pas la tchatch, je suis face à des start-upers qui ont 20 ans et que je suis fascinée par ce qu'ils racontent. Et lui, il m'a fait une définition de comment lui allait être lead invest, allait lever, etc. Et il a fait vraiment une définition très bonne de tout ce qu'il ne faut pas faire, et c'est tout ce que je fais depuis 1 an. Et donc, c'était assez passionnant, parce que c'était le pitch en 3 minutes, le truc bien propre, donc vous avez tous eu le pitch qu'on prend en ligne, avec les 10 slides, pas plus, on a tout, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment... Donc j'apprends énormément. Voilà. Okay. Et ta plus grosse erreur dans la liste des trucs à pas faire que tu fais depuis 1 an, c'est quoi une chose que tu pourrais pointer du doigt? Expliquer tout ce qu'on est capable de faire, ça n'intéresse personne. Okay. Vraiment. Parce qu'on a un produit qui est très riche, qui a beaucoup de fonctionnalités. C'est aussi vrai par rapport aux clients que par rapport aux investisseurs. Je crois que nous, on est vraiment... Il faut comprendre quel est le besoin du client qu'on résout. Et quand on va à l'international, le besoin du client n'est pas le même dans chaque pays. Dans notre cas, si je prends par exemple notre industrie, aux États-Unis, elle est mal digitalisée, c'est-à-dire que souvent, on a même des grands clients qui ont 7, 8, 9 applications non connectées. Ils ont enfin bref, ça ne tourne pas, le workflow complet ne tourne pas. Et en Europe, on est moins digitalisé. Donc, c'est des besoins différents. Et donc, il y a la culture, mais il y a aussi vraiment se rendre compte quels besoins on adresse dans quel territoire et est-ce que là, il y a des partenaires sur qui on s'appuie, etc.
Donc, c'est arrêter d'expliquer tout ce qu'on fait. Voilà. Nickel. Clotilde, avec tous les dossiers que tu vois passer, c'est quoi les trois points les plus importants pour être considéré comme un bon dossier? Avec ton expérience, avec tout ce que tu vois passer, Clotilde. Non, alors je vais plutôt dire ce que les investisseurs, qu'est-ce qui intéresse les investisseurs. Mais d'une part, ils vont investir dans un projet parce que le projet leur parle, ça c'est clair. Le pitch, c'est un élément clé. Parce qu'un beau pitch, alors on n'écoute pas nécessairement ce que l'entrepreneur dit, mais j'ai toujours le body language, le non-verbal est tellement crucial et on transmet tellement d'informations par le non-verbal. Et puis, est-ce qu'on répond à un besoin, un réel besoin? Ça doit, le nice to have, malheureusement, en tout cas, au sein de notre réseau, est plus financé. Ça doit vraiment répondre à un besoin concret et qui touche à un marché important. Ok, quand tu dis répondre à un besoin, tu le prouves parce que tu as déjà des clients, tu vois comment, parce on croit tous qu'on répond à un besoin, évidemment, quand on lance sa boîte. Mais qu'est-ce qui fait dire à l'investisseur qui ne connaît pas la thématique en particulier souvent, ok, là, il a besoin de rencontrer ou là j'y vais? Oui, avec des études de terrain, mais dans le sens où il ne faut pas nécessairement avoir déjà des clients. Mais tout simplement, voilà, le besoin, il se verbalise aussi. On peut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de solution qui répond à cette problématique bien spécifique. Alors oui, il y a des solutions annexes qui, entre autres, répondent à une partie de la problématique, mais le problème tel qu'il est aujourd'hui n'est pas résolu. Et là, on arrive avec une solution pour le résoudre. Ok, canon. Je vais aller évidemment poser des questions à tous ceux qui veulent être financés ce soir par B-Angels. Du coup, c'était tout d'abord un peu pour savoir par rapport à la levée de fonds, est-ce que c'est fort différent, justement, aller plus levée de fonds internationale? Est-ce que s'il faut s'adapter, de quelle manière? Est-ce qu'il faut s'adapter? Est-ce qu'il faut adapter son pitch? Si on veut, par exemple, plus lever des fonds aux États-Unis, ou est-ce qu'au final, c'est vraiment la même chose et se vendre de la même manière que si on levait des fonds en Belgique? Mais je pense que tout dépend le marché que tu cibles. Si ton premier marché sera les États-Unis, alors il fallait lever des fonds aux États-Unis. Par contre, si tu te développes d'abord en Belgique, c'est là où des business angels qui interviennent vraiment au début, dans les premiers besoins de financement de la start-up, où ça fait sens. Moi, j'exclus beaucoup de candidatures de start-up étrangères qui viennent lever des fonds chez nous. Parce que je dis, mais il n'y a aucun ancrage local. Il y a pléthore de réseaux d'investisseurs privés dans votre pays d'origine. Pourquoi lever chez nous, finalement? En tout cas, au sein de B-Angels, nous, nos investisseurs veulent avoir cet ancrage géographique. Ils apprécient investir dans des sociétés qui vont apparaître dans The Tate ou dans la Libre Belgique la semaine qui suit la levée. Ils connaissent un réseau, peuvent apporter ce réseau, connaissent une expertise locale qui peut aider l'entreprise à se développer. Si le marché primaire est les États-Unis, l'investisseur belge, il n'a pas sa place. Merci. Et Véronique, tu vois une différence entre l'investisseur américain et l'investisseur européen? Allez, entre l'investisseur belge et l'investisseur américain. Il y a vraiment deux choses. La première chose, c'est que malgré tout, là, je voudrais aussi... nous, on est très supportés par Hub. Je sais que Simon est là ce soir. Je crois que Simon, c'est intéressant pour les gens qui veulent lever. Tu es où, Simon? Voilà. Donc, je vous conseille tous d'aller chez Simon. Salut, Simon. Mais donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le travail qui est fait par Hub pour supporter et pour aider au levée de fonds, il n'est pas restreint aux investisseurs belges. Ça, c'est un premier point. C'est vraiment les investisseurs européens dans leur ensemble. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est pas tellement le discours qui est différent, ce sont les méthodes d'investissement. Il y a des outils d'investissement qui existent. En Belgique, il y a évidemment le mécanisme B-Angels et puis il y a c'est pas le tax shelter, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin la défiscalisation. En France, il y a un mécanisme qui est plus américain qui s'appelle du BSA. Aux États-Unis, Y Combinator a fait un système qui s'appelle un SAFE, qui est Simple Agreement for Future Equity, qui est beaucoup plus rapide, mais qui veut dire que si on part dans ces mécanismes-là, c'est plus complexe d'avoir des investisseurs européens. Donc c'est vraiment, je crois qu'il faut, évidemment qu'on est obsédé par trouver de l'argent pour se développer, mais il faut vraiment comprendre les mécanismes plus d'investissement qui, eux, peuvent être différents pays par pays. Oui, on parlait, moi je travaille pour Eugène Chocolatier, donc on fait des pâtes à tartiner bio, et on parlait des pâtes à tartiner bio.
On m'a pas invité. Mais... Et justement, dans quel secteur ils investissaient plus? Est-ce que c'est plus dans le food, dans le high-tech et voilà. Et qu'est-ce qui différencie, en fait, pourquoi on choisit plus un secteur que l'autre? Alors nous, on a plus de 470 investisseurs, chacun avec son profil, sa thèse d'investissement, ses petits critères à cocher. Certains n'investissent que dans du B2C, d'autres que dans l'impact, troisième que dans la crypto. Donc c'est pas BeAngels qui finance, c'est nos investisseurs. Moi, mon rôle, c'est que tous les mois, il y ait 5 projets qui ont finalement comme seul dénominateur commun le fait de lever des fonds au même moment. Évidemment qu'ils soient dans le même stade de développement, mais que ce soit la diversité de secteurs, que ce soit le business model, que ce soit la taille de l'équipe, le besoin de financement, et j'en passe, tout doit être diversifié. Après, comme je répondais à Vincent tout à l'heure à table, c'est vrai qu'une société de jus de fruits qui vient chercher des fonds chez nous et qui n'a pas vraiment ce caractère différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché aura du mal à retenir l'attention de nos membres investisseurs. Parce qu'il y a pléthore de concurrence, parce que c'est le même canal de distribution. Et un investisseur va investir aussi dans des projets pour lesquels il pense qu'il va pouvoir, d'une part, apporter des choses, mais aussi apprendre. Et c'est vrai que dans ce genre de business, il ne va pas apprendre grand-chose parce que c'est des choses qui existent déjà depuis belle lurette et qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Mais voilà, je ne mets pas spécialement l'accent sur l'innovation parce qu'il y a plein de startups qui ne sont pas nécessairement innovantes, qui ont été financées, mais c'est plutôt ce caractère différentiel de ce qui existe déjà sur le marché qui est clé pour attirer l'attention des investisseurs. Moi, j'ai une question pour Véronique. Pendant nos échanges en amont de la soirée aujourd'hui, on a mentionné à un moment, je pense, quelque chose qui est assez intéressant de savoir pour les entreprises, qui est diluer, enfin lever des fonds et diluer, ou garder la main mise, et donc du coup se financer d'une autre manière. Voilà, j'avais envie un petit peu d'ouvrir, d'avoir ton expérience là-dessus, et à Clotilde aussi, bien sûr. Ça, c'est vraiment une très très bonne question, parce que je crois que nous, on a énormément jusqu'ici de financement qu'on va appeler non dilutif. Et c'est un assemblage. Donc j'ai l'impression tous les lundis matins d'assembler des pièces d'un puzzle en non dilutif. Donc ici, on a été au maximum de non dilutif, mais notre ambition était d'arriver au moment où on faisait une levée de fonds, à avoir des chiffres relevants, du market traction, de l'intérêt client, d'avoir prouvé ce que nous, on croyait au départ. Et on a dû réaligner le tir au niveau de comment on vendait, etc. Donc on s'est déjà, on a fait 24 mois où on a vraiment déjà appris beaucoup là-dessus. Alors en non dilutif, c'est quoi? Donc on a gagné un projet européen, on a gagné un prix européen, on a une banque qui nous accompagne, on a Finance Brussels qui nous accompagne également. On a utilisé, je crois, toutes les primes possibles et existantes de chez Up, et il y en a un paquet, il faut dire ce qui est. C'est pas si compliqué. Au début, on se dit, ouf, va falloir faire ça. Mais moi, avant Greenshot, je travaillais plus en Belgique. Je suis revenue en Belgique et j'étais assez émerveillée par tout ce qu'il y avait à Bruxelles et qui est effectivement ce qu'Isabelle disait. C'est un pôle central où on tire ça. Et donc, c'est une stratégie, dire jusqu'où est-ce que je peux aller en non dilutif, parce que c'est vraiment intéressant d'arriver en levée de fonds, surtout maintenant, en ayant déjà fait certaines preuves. On ne doit pas être rentable, c'est pas ça le point. C'est la preuve qu'on répond à un besoin marché. Parce qu'il y a un point, c'est qu'aujourd'hui, on dit les levées de fonds sont difficiles, et c'est difficile. Je veux dire, on est en 23, c'est compliqué. Mais ce qui a aussi, je dirais, un peu dégagé l'horizon, c'est qu'il y a eu beaucoup de ce que j'appelle de l'argent plus facile. Donc des gens qui pouvaient vendre vraiment sur des idées, etc. Et cette partie-là, enfin, Simon et Clotilde me le diront peut-être, mais cette partie-là n'existe plus beaucoup. Ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'argent sur le marché de gens qui disent « Ah oui, mais je veux investir ». Et du coup, quand on arrive avec un projet qui a un peu de traction, qui a un peu démontré certaines choses, là, du coup, on a une oreille attentive. Et donc, il faut savoir, pour moi, se dire « Est-ce que je peux tenir jusque-là » et sur quelle métrique je vais attirer un investisseur. Parce qu'il ne faut pas avoir des métriques dans tout le coin, mais il faut se dire, soit ce que Clotilde disait, on a répondu à un besoin, on l'a prouvé, etc. Donc en non dilutif, il y a quand même beaucoup, il faut regarder, nous on soumet à plein de choses. Et peut-être une autre chose, parce que ça a été abordé avant, nous on a aussi beaucoup travaillé sur essayer de mettre notre nom sur la carte. Parce qu'on se lève un jour à Bruxelles, on est 4, on a créé à 4,
Et il n'y a personne qui nous attendait. Franchement, voilà. Alors, on a fait une autre chose, c'est qu'on a soumis à des awards différents dans différents pays où on voulait aller à l'internationalisation, etc. Ça peut parfois sembler, oui, encore un prix, etc., mais ça fait partie d'une stratégie de développement. Donc aujourd'hui, nous, on a eu 10 prix, mais qui sont des prix dans des pays où on voulait être. Enfin, il y avait une logique dans chacun des prix. Puis 10 prix, ça veut dire qu'il y en a 25 qui ne nous ont pas pris. Il faut être clair aussi. Mais donc, c'est tout cet ensemble qui crée le point de départ où on arrive à dire qu'il faut une levée de fonds. Donc je précise juste, non dilutif, c'est-à-dire que vous ne cédez pas de part de votre société. Quand vous vous diluez, par contre, il y a une partie. Aujourd'hui, vous détenez 100% de votre société, mais une fois que vous faites une levée de fonds en equity, vous cédez des pourcentages de votre boîte. Alors que le non dilutif, ce sont des subsides, des prêts, etc. Vous avez vu là maintenant la maîtrise de Véronique. Elle a dit, oh, il faut prendre des termes, je connaissais rien et tout. Bam, 55 termes après, balancés sur scène. Attends, il y a de la musique. Un grand merci d'être venu partager votre expérience aujourd'hui. On peut les applaudir, évidemment. Merci à vous d'être venus ce soir. Merci à Bruxelles d'avoir organisé ça, Florence en particulier. On peut applaudir encore une fois, évidemment. Pardon ? Pardon, et Lorraine qui se cache derrière. Et Katia, mais oui, mais c'est cette colonne-là, évidemment, hein, elle est... Bon, si tu te caches, je sais pas, moi. Nickel, donc passez une très bonne soirée. N'hésitez pas à parler à tous les intervenants et à Clotilde, parce qu'elle va vous financer. On va faire une photo avec tous les intervenants, et en plus, vous avez un cadeau qui arrive, offert par Hub, évidemment. Donc, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt le 5 décembre. Vous pouvez dire ça ou pas? Oui, 5 décembre. Oui, 5 décembre, Saint-Nicolas, tout ça, ça va être incroyable, quoi. Je voulais juste rajouter un point, c'est que demain, oui, je pars en vacances, et c'est sans ordinateur pour 5 jours. Et c'est... Ouais, ouh. Tu n'as pas levé des fonds, Véronique, hein, si tu pars comme ça en vacances? Non, exactement. C'est la première fois depuis 4 ans. Donc voilà. Nickel.